Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour Steve, bonjour et bienvenue sur Radio J, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychothérapeute, l'une des grandes voix en France de la parentalité positive, un concept que vous partagez dans le cadre des ateliers Filiosa en métropole, bien sûr, mais aussi en Italie, en Angleterre ou encore en Turquie. Des ateliers dont on découvre certains des axes fondamentaux dans ce nouveau livre très instructif et richement illustré qui vient de paraître aux éditions Marabout, les ateliers Filiosa, comprendre et éduquer son enfant. Quels sont les fondements, Isabelle Filiosa, de la parentalité positive et en quoi les outils que vous nous proposez sont en mesure d'améliorer nos relations au quotidien avec nos enfants ? Alors, un des fondements de la parentalité positive, c'est de chercher à identifier la cause d'un comportement avant d'y répondre et d'anticiper, de construire plutôt que de réprimer. En fait, parentalité positive, c'est un mot qui vient simplement du fait de une parentalité qui ne serait pas violente ou qui n'abîme pas le cerveau de l'enfant. Donc, c'est extrêmement vaste. Il y a énormément d'approches de parentalité positive. Mais voilà, on peut dire que l'idée de base, c'est il y a un comportement de l'enfant qui ne me convient pas. Je vais d'abord comprendre pourquoi il a ce comportement, qu'est-ce qui motive ce comportement, parce que du coup, ça me dicte ma réponse. C'est logique. L'un des mots-clés de la parentalité positive, c'est la bienveillance ? On peut dire ça, mais en fait, la bienveillance, elle est générale. Même les parents qui frappent leur enfant le font pour son bien. Ils croient que c'est de la bienveillance. Donc, c'est pour ça que j'utilise très peu, moi, ce terme de bienveillance, parce que je pense que profondément, tous les parents sont bienveillants. Mais même quand on est bienveillant, parfois, ça fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on sait pas, parce qu'on comprend pas, parce qu'on est démunis devant les réactions émotionnelles de nos gamins, parce que nous-mêmes, on est pris par des réactions émotionnelles. Et c'est pas parce qu'on n'est pas bienveillant, mais parfois, même bienveillant, eh bien, il peut nous arriver de ne pas savoir quoi faire. Devenir parent, être parent au quotidien, ça s'apprend ? Oui, ça c'est mon grand credo. On a trop longtemps pensé que ça prenait pas parce que finalement ça devait être naturel. Alors c'est vrai, on est parents de fait, puisque voilà, on accouche, on a un bébé, mais avant, la parentalité, ça se transmettait parce qu'on vivait en groupe. On avait déjà, depuis qu'on était même 5, 6 ans, 10 ans, on avait porté un bébé dans nos bras, on avait changé le petit frère, la petite sœur, etc. Donc, on baignait un petit peu dans cette atmosphère-là. De nos jours, on est complètement isolés. Les parents, quelquefois, une maman, un papa, deviennent parents, ils n'ont jamais tenu un autre bébé dans les bras. Donc, c'est complètement nouveau. Et en plus, la vie d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même vie que quand on était chasseur-cueilleur. Et donc, on a le droit de se tromper. De toute façon, qu'on ait le droit ou pas, on se trompe forcément. Forcément. De toute façon, on fait des essais et des erreurs parce que même quand on sait beaucoup de choses, j'avais la chance d'être déjà psychothérapeute depuis une vingtaine d'années et de bien m'y connaître sur le plan des émotions. C'était déjà ma spécialité depuis un certain temps. Mais j'ai été extrêmement démunie devant les émotions de mes enfants et surtout des émotions que je ressentais moi face à mes enfants. J'étais tellement surprise de tout d'un coup me sentir tellement animée d'impulsions agressives comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en moi ? Et donc, malgré ça, j'ai fait nombre d'erreurs. C'est naturel, c'est normal parce que déjà, il n'y a pas un enfant qui ressemble à un autre. Même dans une fratrie, 2 enfants, ils ont chacun leur tempérament. Et puis nous-mêmes, on a aussi notre tempérament, puis ça dépend des moments, etc. Et en fait, le fait qu'on puisse faire des erreurs, c'est même inhérent au fait qu'on soit humain. Et si on ne faisait jamais d'erreur, je crois que même les robots, ils font des erreurs. Donc, mais heureusement, on n'est pas programmés comme des robots à faire... Isabelle Filiosa, vous expliquez que nous, parents, avons tendance à confondre interdits et règles et lois, que nous oublions parfois que nos bambins ont besoin de se voir proposer une règle spécifique et non générale à chaque situation. Comment un jeune enfant perçoit un énoncé assez classique comme « tu ne regardes pas la télévision » ? Eh bien, Steve, voilà, tu ne regardes pas la télévision, rien que ça, immédiatement, j'ai regardé l'écran qui est juste derrière vous. C'est-à-dire, même moi qui suis adulte, ne regarde pas, j'ai entendu « regarde » et vous avez dirigé mon attention vers télévision. J'ai entendu plus fort, parce que ne regarde pas la télévision, on entend très fort regarde et télévision. Donc hop, dans un premier temps, on regarde la télévision. Après, on réalise il y a le ne pas. Quand on est adulte, ça va très très vite. Donc ne regarde pas la télévision, il faut un peu se retenir quand même, parce qu'on est tenté. Je dis, pourquoi il me demande ça ? Il doit y avoir un truc spécial. Donc on est quand même tenté. Dès qu'il y a un interdit, l'humain est tenté de le transgresser. Mais quand on est un enfant de moins de 2 ans, c'est beaucoup plus difficile, ça demande plus d'énergie. Donc du coup, si vous me dites ça, je vais avoir
regarder la télé, mais vous regardez aussi, puis vous faire un grand sourire pour essayer de savoir, est-ce que c'est bien ça, Steve, que tu veux me dire quand tu me dis que je ne dois pas regarder la télé? Donc voilà, l'enfant cherche à s'approprier. Et évidemment, quand l'enfant nous fait ça, nous, on disjoncte complètement. On dit, ouais, en plus, tu es insolent, tu me souris, tu rigoles. Et voilà, on ne comprend pas toujours. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Dans ce livre, il y a vraiment pour décoder, pour qu'on comprenne ce qui se passe et que l'enfant ne cherche pas à nous narguer. Mais voilà, il a un cerveau qui n'est pas un cerveau d'un petit adulte. C'est pas un adulte en miniature. Alors, ce qui est très utile dans votre livre, ce sont ces cas pratiques que vous nous proposez. Exemple, je me rends dans une pharmacie et mon petit se jette sur une brosse à dents dont il a au minimum déjà 4 exemplaires à la maison. Situation qui génère du stress chez le parent. Faut-il céder pour éviter une crise au risque du regard social ou faut-il dire non au risque cette fois de prolonger la crise dans la pharmacie et au-delà? En réalité, écrivez-vous Isabelle Filosa, il faut d'abord identifier le besoin réel de votre enfant. Et oui, parce que souvent, alors déjà c'est sympa s'il veut une brosse à dents, mais c'est vrai qu'il en a déjà plusieurs, il a déjà, on sait que c'est pas ça. Et on interprète que quand l'enfant se jette dessus, il dit « je veux ça, regarde maman, je veux ça », on croit qu'il le veut réellement. C'est-à-dire qu'on pense qu'il a un cerveau d'adulte et que c'est comme si c'était un adulte qui nous disait « je veux ». Mais que dit un enfant de 3 ans toute la journée ? Toute la journée, il dit « je veux ceci, je veux cela ». Et en fait, ça veut dire que ce « je veux » ne signifie pas la même chose. Nous, un adulte, on est capable de dire « j'adore les pizzas aux anchois » ou en Italie, on ne mange pas d'olives sur la pizza, ou mon grand-père allait en Italie manger des olives, ou en Russie, donc nous, adultes, on peut jongler autour de la pizza dans le passé, le futur et partout autour de la Terre. On peut se représenter tout ça. Un petit cerveau de 3 ans n'en a pas la capacité. Donc, pour dire « Oh, regarde papa, c'est la même brosse à dents que celle que j'ai » ou alors « Oh, regarde papa, cette brosse à dents, elle a 2 traits jaunes comme la mienne, c'est des traits... » Il ne va pas dire ça. Il va dire « Je veux brosse à dents ». Pourquoi ? Pourquoi il va dire « je veux » systématiquement ? Eh bien, parce que c'est son âge, il n'a pas encore cette capacité de représentation et que sans arrêt, nous, les adultes, dès qu'il désigne quelque chose, on va dire « est-ce que tu le veux ?» C'est-à-dire que quand un tout petit est là, un bébé, on l'a dans les bras, on lui désigne avec le doigt plein de choses. On dit « regarde, ça c'est le ciel, ça c'est un oiseau, ça c'est un escargot ». On montre avec le doigt. Et on ne sait pas pourquoi. Un petit peu plus tard, quand l'enfant nous désigne quelque chose, on est à table, on voyait une pomme, l'enfant désigne la pomme, au lieu de dire « ah, tu as désigné la pomme », on dit « ah, tu veux une pomme ». Et donc, c'est nous qui, sans arrêt, disons « ah, tu veux ». Du coup, l'enfant croit que c'est le verbe pour dire c'est sage, pour désigner. Et du coup, forcément, pour désigner quelque chose, il dit « je veux ». Il nous reste seulement quelques secondes, malgré le nombre important de questions que j'avais encore à vous poser. Isabelle Filosa, vous rappelez que les enfants sont sujets au stress, à la fatigue après de longues journées à l'école ou dans les transports. Et ils reviennent à la maison avec ce stress et aussi avec des peurs. Comment on les aide à formuler, à entrer en connexion avec ces peurs et avec ces émotions qui, d'une manière ou d'une autre, finiront par s'exprimer parfois à la maison face à nous ? Et c'est ça, déjà au moins on le sait que ça risque de s'exprimer face à nous, donc autant anticiper un petit peu et favoriser. Alors là, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, on s'adapte toujours. Il y a des enfants tout petits, on va peut-être déjà aller au parc, aller au square, bouger, courir. De toute façon, entre la journée d'école et la maison, on a absolument besoin d'un sas de au minimum 40 minutes dehors, de tonicité, de courir, de bouger, de grimper aux arbres. Sinon, c'est compliqué d'être à la maison et de contenir toute son énergie, tout son stress. Donc, il y a vraiment besoin de ça. Et puis, dans le livre, je décris tout un protocole que j'appelle admirer. A pour s'accorder, D, décrire, M, mesurer, I, investiguer, R, reconnaître, E, exprimer et R, réparer. Et avec cet acronyme admirer, ça nous donne la posture pour accueillir et accompagner toutes les émotions de nos enfants.
Merci beaucoup Isabelle Filiosa d'avoir été mon invitée cet après-midi sur Radio J. Je rappelle le titre de l'un de vos derniers livres, puisqu'il y en a un deuxième peut-être, donc vous nous rappellerez le titre tout de suite. Les ateliers Filiosa, comprendre et éduquer son enfant. C'est passionnant, c'est instructif et c'est très certainement utile à beaucoup de nos auditeurs qui sont avec nous cet après-midi. C'est publié aux éditions Marabout. Le titre de votre autre livre qui paraît chez Nathan? C'est un petit livre destiné aux enfants de 7 à 11 ans pour les prémunir contre les violences sexuelles. Et donc, ça s'appelle « Mon corps m'appartient ». Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J.